Bonsoir et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Buzz Première. À quelques semaines des élections départementales, nous nous intéressons ce soir avec nos deux invités au vote et à son utilité. Maire, conseiller régional, conseiller départemental, député ou président de la République, ils sont tous issus des urnes. Le vote, pouvoir de citoyen ou devoir sans importance. À quoi ça sert de voter? Quel est le véritable poids du vote ou du refus de voter? On en parle ce soir dans Buzz Première. Démarche citoyenne ou acte qui a perdu de son importance, les avis divergent. Voter, à quoi ça sert? Pour en parler, deux invités, Christian Marimoutou, bonsoir. Bonsoir. Depuis une dizaine d'années, vous avez pris la décision de ne plus aller voter. Vous nous donnerez vos raisons. Face à vous, Olivier Pluhen, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence en droit public à l'Université des Antilles, vous nous expliquerez, vous, l'importance, au contraire, de voter. Et puis de chez vous, n'hésitez pas à participer à ce débat via Facebook, notre page Buzz Première, et via Twitter, hashtag Buzz Première. Messieurs, vous avez donc 30 minutes pour affirmer en tout cas vos positions. On va commencer par vous, Olivier Pluhen. Pourquoi est-il important de voter? Le suffrage, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument essentiel dans une démocratie pour la gestion de la chose publique. Est-ce que l'on pourrait imaginer un peuple souverain qui ne vote pas? Et surtout, est-ce qu'on pourrait, le cas échéant, restaurer une confiance perdue si les élus n'avaient plus besoin de votants? C'est la question. Et vous êtes d'accord avec ça, monsieur Marimoutou? Plus ou moins, je n'aime pas dire que je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai pris la décision de ne pas aller voter. Parce que tout simplement, depuis 2004, j'ai compris un certain nombre de choses qui se passent dans notre pays, Guadeloupe. Et je me suis dit, bon, on ne peut plus jamais gérer dans les urnes. Donc, selon vous, ce n'est pas si important que ça de voter? C'est pas si important parce que, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'à travers tous les problèmes qu'il y a en Guadeloupe, les gens ne règlent pas le problème. Parce que s'ils règlent les problèmes, ils auront quoi comme argument pour dire aux gens d'aller voter? Vous, monsieur Pluhen? Alors, effectivement... on peut se demander si le vote est suffisant pour restaurer la confiance ou surtout pour finalement pousser les élus à respecter leurs engagements. C'est vrai qu'il y avait cette formule de Pasqua, de Charles Pasqua, qui disait que les promesses ne tiennent que ceux qui les écoutent. Donc il y a un véritable problème en la matière, mais il n'est pas certain que l'absence de vote soit une solution. En fait, pour moi, les gens qui veulent dire aux citoyens d'aller voter, ils cherchent qu'à promouvoir leur vie personnelle sur le dos de la population. Oui, mais en attendant, ceux qui ne votent pas ne s'expriment pas, mais cela pose la question de la reconnaissance de cette absence de vote, notamment par le biais du vote blanc. Alors, j'ai envie de dire, les gens qui ne votent pas, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Parce que moi, souvent, quand je dis je ne vote pas, on me dit que je ne suis pas un citoyen. Alors, moi, j'estime que le vote, c'est l'un des éléments que le citoyen a. Mais ce n'est pas seulement ça. Je paie des impôts, je mange, je bois, je participe quelque part à la vie de la cité. Et quand on me dit que je ne suis pas citoyen parce que je ne vote pas, je dis, mais d'accord, si je ne suis pas un citoyen, eh bien, vous me dispensez des impôts. Et vous allez voir, beaucoup de gens vont devenir comme moi. Alors vous parliez du vote blanc, justement. Monsieur Marimoutou, dans ces cas-là, si vous êtes déçu, dans ce cas, pourquoi ne pas voter blanc, par exemple? Juste pour vous dire, bon, ben, vous ne plaisez pas, tel ou tel candidat ne me plaît pas, mais je tiens à mon droit de vote quand même. Alors, on est sous l'influence des parents. Moi, quand j'étais très jeune, ma mère me disait toujours, Aïma jouer Katao. D'accord? Je suis rentré dans ça, puis j'ai été voté. Mais la décision que j'ai prise de ne pas aller voter, c'est venu à quel moment? Vous vous rappelez, en 2003, il y a eu un grand débat ici sur les institutions. D'accord? Il y a ceux qui étaient pour une assemblée, il y a d'autres qui étaient pour les deux. Et qu'est-ce que certains disaient? Ceux qui étaient pour un changement, pour une seule collectivité, ils disaient deux collectivités, c'est une aberration, on ne peut pas travailler. Ça, c'est leur avis. Il y a d'autres qui disaient non, on veut que ça reste comme ça. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une consultation, les Guadeloupéens ont voté
pour que ça reste comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2004 pour les élections régionales? Les gens qui étaient pour un changement et les gens qui étaient pour le oui et pour le non se sont mis ensemble pour aller aux élections. Ah, je me suis dit, mais c'est du n'importe quoi. Des gens qui sont venus pour dire aux gens que moi, avec une situation actuelle, je ne peux pas travailler, ils ont été sous la liste des gens qui étaient pour que ça reste pareil. Donc je me suis dit, ça c'est truc là. En fait, en Guadeloupe, les gens se mettent ensemble que pour l'électorat, que pour être élus. Mais sur les dossiers sérieux, ils ne se mettent pas du tout ensemble. On va revenir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport aux politiques. Monsieur Puel, on va essayer de revenir sur ce vote blanc. Est-ce que finalement, le vote blanc, ce n'est pas exprimer un choix? On voit que dans des pays nordiques, notamment la Suède, c'est devenu une vraie expression de choix, en tout cas au niveau électoral. C'est au moins un appel qui est fait aux élus en place et notamment aux groupes politiques pour qu'ils prennent en considération cette défiance et qu'ils en tirent les conséquences. Alors justement, l'exemple des pays nordiques est tout à fait intéressant, parce que ce sont des pays qui sont notamment marqués par une déontologie extrêmement forte. Vous n'entendrez pas justement cette formule de Charles Pasqua. Il y a vraiment ce souci de faire en sorte que l'élu soit là à temps pour exercer sa charge, mais l'élu, c'est un père de vous, de moi. Demain, il redeviendra citoyen. Il n'est pas au-dessus des citoyens. Et donc, il est tout à fait conscient de la nécessité de prendre les choses en quelque sorte en main et surtout d'offrir une réponse aux demandes. Le problème, sans doute, de la France, et la Guadeloupe en fait partie, c'est qu'il y a cette idée que l'élu est au-dessus du citoyen, il n'a pas de compte à rendre. C'est une idée qui reste assez marquée, cette idée de l'onction du suffrage. La formulation existe. Et cela peut avoir un effet pervers, cette idée sur laquelle il y a un mur entre les citoyens et les élus, et cela aboutit effectivement à une certaine défiance. Et quelqu'un qui est élu, il n'a que seul objectif, sa réélection. Et je dis ça, les problèmes ne vont pas être solutionnés parce que s'ils résolvent tous les problèmes, ils n'auront pas d'argument électoral. Je prends l'exemple de l'eau. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Vous voyez le problème de transport, vous voyez les ordures ménagères. Vous voyez, tous ces problèmes, ça fait 30 ans, 40 ans, ça dure dans ce pays-là. Et ça ne se règle pas. Parce que les gens n'ont pas d'argument électoral. Ils laissent traîner les choses. Et puis après, pendant les élections, on va régler le problème de l'eau. C'est la jeunesse. Aujourd'hui, avec les élections départementales, maintenant tout le monde, c'est les retraités, les personnes âgées. On entend toujours le même discours. Et quand on entend tous les répondeurs confondus, on se demande est-ce qu'on est dans le même pays. Mais M. Marimoutou, comment peser si justement, est-ce que finalement se plaindre, c'est la solution? Comment peser? Est-ce que même un bulletin dans une urne, ce n'est pas finalement apporter votre contribution et peut-être vous exprimer? Mais apporter ma contribution pour les enrichir. Moi, je vais vous dire une chose. Si c'était si important que ça pour le vote, les élus, ils auraient mis le vote obligatoire pour tout le monde. Mais ils savent très bien s'ils le font, eh bien, beaucoup vont tomber. Donc politique, tous pourris, selon vous? Je vais bien dans ce sens-là. Alors, monsieur Puel, le vote obligatoire pour tous, c'est possible? Alors c'est quelque chose qui existe dans certains pays, par exemple la Suisse, où cela est sanctionné. Alors en France, ce n'est pas le cas. Il faut envisager la chose de manière différente. Pendant longtemps, le vote a été envisagé comme une sorte de devoir. Je reviens à cette idée de citoyenneté que vous évoquiez. Puisque, effectivement, vous avez effectué votre service militaire, vous payez des impôts, et le vote s'inscrivait dans cette continuité. Vous votiez, et aujourd'hui, on appréhende plus le vote comme un droit, de sorte qu'il peut être juste de ne pas voter. Obliger quelqu'un à voter, c'est finalement le contraindre à choisir entre des groupes politiques, ce qui peut, ou des candidats, ce qui peut être très juste sous réserve que ces groupes politiques, notamment, se montrent eux-mêmes respectueux du suffrage. Par exemple, si vous regardez la Constitution, une disposition prévoit que les groupes politiques concourent au respect du suffrage et notamment tiennent compte, par exemple,
des demandes. Par exemple, pourquoi présenter effectivement un candidat qui en tant qu'élu a été condamné? C'est ça que j'allais vous dire. Cela pose un problème, Il effectivement. vote des lois, il ne le respecte même pas. Mais ça reste quand c'est un même problème. important de voter malgré ce contexte. Bien entendu, ne pas voter, qu'est-ce que cela signifie? C'est finalement délaisser la chose publique justement aux personnes que l'on conteste. C'est pas forcément délaisser la chose publique. On peut ne pas aller voter dans une élection au suffrage universel, mais on peut faire autre chose. Être un citoyen, on peut être dans un parti, on peut être dans un syndicat, on peut être dans une association et défendre une cause. Non, moi j'ai deux notions. Moi je dis un homme politique, c'est un homme intègre. D'ailleurs, un homme politique ne va pas aux élections. C'est un homme qui est conscient de ce qu'il fait pour son pays et il le fait, point barre. Un politicien, pour moi, c'est quelqu'un qui est à la chasse des voix. Donc pour moi, la politique et le politicien, c'est deux choses différentes. Mais vous comme moi souhaitons revenir aux politiques et ce qui importe, c'est le politique. Et en droit, si vous lisez la déclaration de 1789, vous retrouvez cette idée de la possibilité pour toute personne d'accéder aux fonctions publiques. Donc ça remet en cause l'idée qu'il puisse, par exemple, y avoir des dynasties en matière politique. Tout le monde peut, vous pouvez devenir demain un élu, cesser de l'être le surlendemain. De même... Ceci étant dit, ce n'est pas pour la seule raison, je ne vote pas. Justement, M. Marimouto, alors à quand votre candidature dans des élections? Non, je dis j'ai d'autres raisons que je ne vote pas. Ce n'est pas seulement raison parce que qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe? Vous entendez souvent, les gens viennent dans une campagne électorale et vous disent, bon, on va faire ci, on va faire ça. Mais ils ne vont jamais vous dire qu'on va augmenter les impôts. Et qu'est-ce qui se passe? Le tout nouveau élu arrivé, voilà, la commune a des problèmes, ben, il faut augmenter les impôts. Moi, j'habite dans une commune, j'ai lu la déclaration du maire de ma commune après 9 mois qui disait qu'il a comblé 3/4 du déficit. Et depuis qu'il est là, depuis 2008, il augmente les impôts tous les années. Alors si en 8 mois, vous avez comblé les 3/4 du déficit, il reste un quart à combler. Pourquoi augmenter les impôts? Vous comprenez ce manque de confiance qui est quand même omniprésent aujourd'hui vis-à-vis des élus et en même temps ce devoir quand même citoyen qui doit peut-être rester présent aussi de voter? Les deux finalement sont étroitement liés. Ce manque de confiance existe. Il peut y avoir, que ce soit historiquement aujourd'hui, des manipulations du vote. Par exemple, au début de la Ve République, le général de Gaulle, lorsqu'il recourait au référendum, il en faisait un plébiscite. On ne votait pas finalement sur un texte, on votait pour ou contre une personne. C'était finalement un détournement du vote référendaire. Aujourd'hui, je lisais un article qui rappelait les hypothèses d'irrégularité d'un scrutin et notamment la taille finalement des documents de vote. Effectivement, vous faites un tout petit imprimé sur lequel vous n'arrivez pas à lire les choses. Effectivement, vous remettez en cause le vote. Sous le Second Empire, les candidatures officielles. De même, en cours de mandat, vous pouvez effectivement être confronté à des scandales d'élus. Il y en a eu un certain nombre sous l'actuel président de la République et sous le précédent. Et vous pouvez remonter tant que vous pouvez dans l'histoire, vous en avez. C'est un problème et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y remédier parce que, encore une fois, on attend certaines qualités d'un élu. Mais le problème... Certaines qualités Mais est-ce que ça justifie de ne pas voter? Alors, l'absence de vote est compréhensible, mais le vote est nécessaire. Il faut qu'à un moment, le suffrage s'exprime. Alors, je vais donner quelques exemples. Par exemple, sous la Restauration a été créé un club jacobin qui s'appelait « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Bon, la formule est assez élégante, disons. Et l'idée des libéraux qui composaient ce club était de pousser finalement ceux qui pouvaient voter, puisque le suffrage censitaire s'appliquait alors, à voter pour renverser... C'était une classe de personnes qui votaient à cette époque. Tout à fait, c'était censitaire. Tout le monde ne votait pourtant, certains ne votaient pas alors même qu'ils pouvaient voter, et il y avait des libéraux, il n'y avait pas que des ultra-royalistes, et ce club a favorisé, notamment par la formation, par l'appel au vote, a permis à favoriser le renversement
donc de Charles X et l'instauration de la monarchie de Juillet, même si effectivement ce n'est qu'une étape. J'ai envie de vous dire, vous parlez de renversement, l'ancien président de la République, il a été renversé en 2012. Est-ce que vous avez le sentiment depuis 2012 que quelque chose a changé? Alors, on pourrait se poser la question, les élus, à quoi ils servent? Est-ce que c'est pas... C'est parce que il y a Mme Mme Danielle Mitterrand qui disait, nous sommes sous la dictature des multinationales. Nous vivons sous la dictature des multinationales. C'est l'économie qui finalement dirige le monde. Et quand vous analysez pratiquement la quasi-totalité des textes de loi qui sortent, c'est en faveur de l'économie. Parce que le modèle là, il est basé sur l'économie. Donc il faut tout faire. Il n'y a qu'à voir la dernière loi Macron. Alors je pense qu'il faut quand même faire le départ entre certaines choses. Par exemple, effectivement, le président Sarkozy n'a pas été réélu en 2012, mais je vous rappelle qu'il n'a pas été réélu en partie en raison des termes qu'avait utilisés l'actuel président de la République, François Hollande, lors du débat. Moi, président, c'était des termes forts et dont on attendait des résultats. Mais, bien entendu, lorsque vous êtes élu, vous n'êtes pas lié par un mandat impératif. Monsieur Hollande a fait des déclarations bougées aussi. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps d'avance, je l'ai entendu dire, l'économie est importante. Vous voyez? Le patronat est important. Alors là, je parlais juste du premier aspect, donc la non-réélection de Nicolas Sarkozy. Et il y a un deuxième aspect, il y a l'aspect économique. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on prend l'exemple du président de la République. Bon, le président de la République a, par rapport à d'autres pays, par exemple les États-Unis, énormément de pouvoir. Donc, il a énormément de possibilités. Je vais vous donner un exemple concret. Laissez-le finir, monsieur. Et après, vous pourrez donc, répondre, il a énormément de pouvoir. Le Parlement, s'il veut s'exprimer, il peut s'exprimer. Donc les politiques ont une marge de manœuvre. Après, bon, il y a une situation effectivement de crise. Je ne justifie pas certaines prises de position actuelles. Je dirais surtout que ça pose pour l'ensemble des élus, et c'est un défaut puisque beaucoup d'élus s'engagent dans une sorte de carrière, alors que normalement l'élection n'est pas une carrière. Ça, c'est quelque chose de très important. Et beaucoup, finalement, estiment être déliés du vote des électeurs. Et ça, c'est un problème. Et ça implique un changement de culture qui existe dans d'autres pays. Et donc de voter, donc l'important de voter. Donc il reste important de voter. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre solution que d'aller voter? Je prends l'exemple, par exemple, d'Étienne Chouard, qui est un grand économiste, je pense que vous le connaissez. Lui propose le tirage au sort. Alors, le tirage au sort est une possibilité. Après, est-ce que vous trouveriez ce système intéressant? Par exemple, dans les jurys populaires au niveau des cours d'assises, c'est le tirage au sort qui prévaut. Est-ce que c'est le système le plus efficace? Non, j'ai pas dit que c'est le plus efficace. Ce n'est qu'une proposition. Mais effectivement, c'est une possibilité. Je voulais donner des exemples concrets. En 2005, on demande aux Français de voter pour le traité constitutionnel. Ils disent non au traité. M. Sarkozy arrive en 2007, fait voter à l'Assemblée nationale. Alors, je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne respecte pas l'électorat ou alors on fait pour les multinationales? D'accord? Il n'y a pas longtemps, un élu qui a été carriériste, vous parlez de carrière, effectivement, dès que les gens sont élus, je vous ai dit, leur seule préoccupation d'être réélu. Elle a dit, en 30 ans, on n'a rien foutu en Guadeloupe. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Je prends l'exemple de l'université. Aujourd'hui, certaines personnes se montent au créneau pour dire que le budget alloué à l'université, ce n'est pas suffisant. Ça ne pourra pas fonctionner. Vous avez entendu un élu dire quelque chose? Quand on voit qu'est-ce qui se passe le problème de l'eau aujourd'hui, on peut se poser la question, le prix de l'eau moyen en France est 3,70 €, ici c'est à plus de 10 €. Alors ce que M. Marimoutou essaye de dire, c'est est-ce que les élus aujourd'hui ont encore un poids, ce qui peut aussi provoquer cette méfiance? Est-ce que les élus méritent encore ces votes? Et est-ce qu'ils ont un poids aujourd'hui? Alors, il y a un véritable problème aujourd'hui concernant l'appréhension de la démocratie. Effectivement, tout à l'heure, on parlait du fait de faire carrière. Beaucoup d'élus, par exemple, vous avez pu voir que lors du vote de cette fameuse loi dite Macron, les députés PS dits frontistes
finalement, se sont abstenus. Et Filoche et consorts. Alors se sont abstenus, alors même qu'ils avaient un moyen de pousser le gouvernement à changer sa politique, c'est-à-dire de voter pour la motion de censure. Alors, voter la motion de censure, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie renverser le gouvernement. Cela n'est plus arrivé depuis 1962. Renverser le gouvernement, ça signifie dissolution de l'Assemblée nationale et pour les élus concernés, la possibilité de ne pas être réélus. Et c'est un problème, effectivement, c'est pour ça que je parle de repenser à la démocratie ou revenir finalement aux idées originelles, cette idée selon laquelle, certes, il faut un gouvernement qui soit quand même suffisamment stable, mais il ne faut pas que les élus pensent qu'effectivement, ils sont propriétaires d'un siège. Il faut être capable de partir à un moment donné, surtout pour faire aboutir certaines idées. Ça, c'est l'idée originelle. Aujourd'hui, alors, pour en revenir à une question d'un téléspectateur qui dit voter ne sert plus à rien. Aujourd'hui, la démocratie est une illusion. La démocratie serait-elle une illusion aujourd'hui? Est-ce que finalement, comme on parlait tout à l'heure d'un nouveau processus de vote, est-ce qu'il faudrait à long terme changer? Est-ce que la démocratie est une illusion? Alors la démocratie peut être considérée en partie comme une illusion, mais il faut faire encore une fois la distinction entre deux choses. On n'a jamais eu autant de scrutins que sous la Ve République. Vous ne comptez plus aujourd'hui les types d'élections qu'il y a. Par contre, on n'a jamais eu aussi peu finalement de remise en cause de, disons, pouvoir en place. Ça peut être au niveau local, au niveau national. Effectivement, souvent, vous regardez des élections locales lambda, il est assez rare que vous avez une partie de la population qui vote par exemple à droite, une partie de la population qui vote à gauche. Ça se vérifie d'autant plus en Guadeloupe. Voilà, alors l'électorat par exemple de droite va continuer à voter à droite même s'ils ne sont pas en faveur du candidat, idem pour ceux de la gauche. Et finalement, ces coups de théâtre dans lesquels un candidat un élu qui n'était pas du tout apprécié va être mis de côté, arrive assez peu. Vous avez par exemple cet exemple lors des cantonales de 2010 ou 2011, j'ai un petit doute, où Elisabeth Balkany avait perdu son mandat de conseillère générale, alors même qu'au premier tour, elle avait 20 points de plus que le candidat qui la suivait. Au deuxième tour, le candidat qui la suivait avait quelque chose comme 20 points de plus qu'elle. Donc vous avez des sursauts et certes il faut responsabiliser les élus mais également les électeurs et là c'est là que je joue. C'est bien l'exemple que finalement voter ça peut être utile et en tout cas l'électeur a un poids. Mais fondamentalement qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui on a eu l'UMP, l'Union pour une minorité de profitants. Aujourd'hui, on a le PS. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Mais ne rien faire, est-ce que c'est aussi une solution? Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Mais moi, quand j'entends le mot démocratie, moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. C'est aussi une illusion, comme le téléspectateur le dit. Vous savez un truc? Moi, je suis un démocrate. Pourquoi aujourd'hui, on parle de mondialisation. Aujourd'hui, certains veulent imposer leur façon de voir les choses. Pour moi, ce ne sont pas des démocrates. Pourquoi? Moi, je suis un démocrate, mais j'accepte qu'un pays d'Afrique et son système. Pourquoi je vais aller me mélanger? Pourquoi je vais aller en Irak faire la guerre? Pourquoi je vais aller en Libye sous prétexte parce que j'aime pas Kadhafi? Pour moi, ce ne sont pas des démocrates. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont instrumentalisés par les multinationales afin de créer une situation pour que les gens puissent gagner l'argent sur les autres. Alors, pour moi, un démocrate doit respecter la façon de voir de l'autre. Alors, autre question d'un téléspectateur, ne pas voter, c'est être complice de tous les maux de notre société. Monsieur Marimoutou, est-ce que c'est un peu ce que je vous demandais tout à l'heure, est-ce que finalement, quand vous êtes à l'écart comme ça, vous décidez depuis 10 ans de ne pas voter, est-ce que vous n'amplifiez pas la situation, une situation qui pourrait être déjà difficile? Alors, je vais vous donner une bonne image. C'est l'image de 2009, au WTC. On a vu la population qui demandait un certain nombre de choses et les élus qui ne prenaient pas leurs responsabilités. Et tous se sont cachés derrière l'État. Donc, à quoi ils servent? C'est censé être nos représentants. Et quand le peuple, parce que c'est ça aussi, aujourd'hui on nous dit, allez voter. Alors pendant 6 ans, vous me donnez des augmentations d'impôts, vous prenez pas vos responsabilités. Je suis obligé de vous supporter pendant 6 ans. Et quand je manifeste, ces mêmes personnes sont encore contre moi.
C'est pour ça que je dis que le vote, c'est l'une des trucs de la citoyenneté. Mais ce n'est pas seulement le vote. Alors ce n'est pas du tout seulement le vote, et je suis d'accord avec vous sur ce point. Cependant, il y a des paramètres à prendre en compte, notamment la formation des futurs électeurs et même des électeurs, disons, à la chose publique. L'éducation civique, même si elle figure dans les programmes, est souvent très peu enseignée. Qui sait la différence réelle dans les fonctions entre un député, entre un sénateur, entre un maire, entre un député européen, un député au niveau national, et qui sait justement les outils dont il dispose aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2015, il existe le référendum d'initiative partagée. Il existe aussi des possibilités finalement de pétition auprès des assemblées. Donc des outils existent, mais il y a ce problème de l'information, et je reviens à ce que disait Victor Hugo, hein, à chaque fois que vous ouvrirez une école, vous fermerez une prison. C'est la même chose pour le vote. Donner véritablement les moyens, et ce moyen doit être donné effectivement par les élus en place, et il appartient également aux citoyens, futurs citoyens, de s'engager dedans dès lors que les moyens sont mis en œuvre. Mais l'aspect formation initiale est extrêmement importante. Alors justement, je vous laisse répondre par rapport à une autre question d'un téléspectateur et par rapport justement à cette future génération, à l'avenir. Voter, c'est aussi une façon de revendiquer le changement quand on a vécu la déception politique. Monsieur Marie-Moutou, vous qui dites que vous avez été déçu, notamment en 2009. Le changement, ça fait dans la continuité. Parce qu'en fait, vous avez des gens. On sait quand même, vos ancêtres, ou en tout cas les gens d'avant, se sont quand même battus pour un droit de vote. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ne plus aller voter, c'est pas... J'ai envie de vous dire que nos ancêtres se sont battus pour le droit de vote. Peut-être oui, je veux bien vous croire. Mais aujourd'hui, on est là. On nous dit, il y a des gens qui ont de bonne volonté, qui viennent, ils se disent, moi je me présente, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais une fois ces gens-là sont élus, je ne sais pas de quel bain ils vont se baigner, ils oublient la population. Et moi, j'entends beaucoup de personnes dire, ah, on mon coup de main, ah, monsieur, bon, on châtie, on va voter, mais après. Donc, moi, personnellement, je ne vote pas et je ne voterai pas. Par contre, je fais autre chose. Vous comprenez cette déception politique qui aussi a comme conséquence des taux d'abstention qui deviennent de plus en plus élevés. Au municipal, 38%. En France, si on s'intéresse à l'évolution du taux d'abstention, finalement, les évolutions ne sont pas si marquées que ça. Mais bon, je ferme juste cette parenthèse. On a quand même eu une abstention record pour les européennes. Mais ça se joue à quelques points. Pour les élections européennes existent. Oui, de pas très longtemps, effectivement, mais ça montre bien il y a une abstention record en France. Mais alors c'est important, mais l'abstention a toujours existé. Il y a certaines époques où l'abstention a pu être sur certaines élections plus élevée qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plus important. Effectivement, cette déception est compréhensible. Ensuite, à partir du moment où la déception est admise, savoir quels sont concrètement les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour pouvoir y remédier. Alors on parlait tout à l'heure de la durée des mandats ou surtout la possibilité d'être réélu. Effectivement, par exemple aux États-Unis, à la Chambre des représentants, on dit que voilà, un représentant élu pour 2 ans travaille pendant 1 an et puis la seconde année, il prépare sa réélection. C'est un véritable problème. C'est pour ça que pour certains mandats, il y a eu des limitations. Il a fallu attendre 2008 pour que le mandat du président de la République ne puisse être supérieur à 2, alors qu'aux États-Unis, il faut dès George Washington, le principe a été posé que le président ne ferait que 2 mandats, même s'il y a une exception notable. Et donc, c'est important de voir quels sont les instruments et il peut y avoir des moyens. Cela dit, il y a aussi une culture à changer. Très rapidement, on va conclure, Monsieur Pluhen, allez-y. Il y a une culture à changer, une culture visant à faire en sorte effectivement que les élus respectent plus les électeurs. Mais le vote doit rester important. Il ne faut pas l'éluder, mais il faut encadrer pour faire en sorte que... Monsieur Marie-Moutou, vous allez conclure très rapidement. Vous savez le problème? Si moi je suis député demain,
est-ce que je vais voter une loi qui va contre moi? C'est ça tout le problème. Les gens qui votent les lois... Alors, j'ai juste une question. Monsieur Marimoto, allez-y, on n'a plus le temps. Oui, les gens qui votent les lois, les choses peuvent changer, mais il faudrait que la masse de la population pousse cela. Merci beaucoup, Monsieur Marimoto. Merci, Monsieur Monsieur Pluhen. Vous pouvez continuer donc sur les réseaux sociaux ce débat, Facebook, notre page Buzz Première et Twitter, #BuzzPremière. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine de débat Buzz Première. Excellente soirée sur Guadeloupe Première.